Donc, voilà. OK, donc c'est parti. Donc, ce webinaire s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles tendances touristiques dans le domaine des activités de pleine nature. On va vous montrer comment évoluent ces produits avec tout ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire, les changements de façon de faire ses loisirs, ses vacances. Il y aura beaucoup d'illustrations, vous verrez, ce sera très riche en illustrations. Et on s'adresse également plus particulièrement aux partenaires du festival Rando Moselle au travers de ce webinaire, puisqu'on a décidé de mettre en place un cursus complet qui va de ce webinaire jusqu'à un coaching personnel en passant par une formation de groupe. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la Moselle Academy, initiée par Moselle Attractivité. Un petit rappel juste de la Moselle Academy. Elle vise à améliorer la performance des acteurs touristiques dans la production, la commercialisation, la visibilité de la destination Moselle, à renforcer les compétences de chacun par la formation et à créer du lien entre les différents opérateurs touristiques. Donc, il y a 3 axes de travail. On propose des formations, des conférences, des webinaires et des ateliers. Je vous propose, si vous le souhaitez, d'aller, enfin vous le connaissez peut-être déjà pour la plupart, d'aller retrouver le programme sur le site de la Moselle Academy. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a souhaité mettre en place un cursus complet pour donc appréhender le sujet de l'événementiel de pleine nature et en particulier travailler sur nos offres pour améliorer les offres en fait, du festival Rando Moselle qui aura lieu cette année les 25 et 26 juin. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va donner les tendances actuelles avec, comme je le disais, de nombreuses illustrations, des pratiques qui ont fortement évolué ces dernières années, voire ces derniers mois. Une formation de groupe sera également proposée les 5 et 6 avril prochains. Elle va s'adresser donc plus particulièrement aux organisateurs et animateurs des randonnées du Festival Rando Moselle. Donc cette formation servira à aller vraiment plus loin en s'attachant à vraiment entrer dans le vif du sujet de Rando Moselle et donner vraiment des pistes pour innover et monter en gamme. Et le cursus pourra aller, même pour ceux qui le souhaitent, jusqu'au coaching individuel pour être vraiment accompagné au plus près pour monter ces produits dans le cadre du festival. Nous sommes aujourd'hui accompagnés d'un expert qui va animer le webinaire et l'ensemble du cursus, donc Christophe Révray du cabinet Versant Sud. Il est expert dans les domaines du développement touristique, des mobilités douces, de l'écotourisme et des activités de pleine nature. C'est aussi un passionné des sports de nature. Il est aussi accompagnateur de moyenne montagne et exerce son métier dans les Alpes, plus précisément dans le massif des Bauges. Voilà, je lui laisse la parole sans plus attendre. Ce webinaire va durer 1h30. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions ou la main levée si vous voulez prendre la parole. Voilà, Christophe, je vous laisse la parole. Merci Daniel. Donc, je vais tout de suite vous afficher les éléments de présentation. Alors, est-ce que tout le monde, normalement tout le monde a l'affichage à l'écran. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris un peu de temps ce matin pour qu'on discute ensemble de l'événementiel de pleine nature et de son évolution, de la façon dont on peut coller au plus près à la fois à ce qu'on est capable de proposer sur son territoire et puis à ce que peuvent attendre les publics cibles vers lesquels on se tourne. Voilà, c'est bon. Donc effectivement, Daniel m'a présenté, moi je suis dans les Alpes. Il y a quelques exemples que je vais vous montrer qui sont des analogies. Donc l'idée c'est de ne pas forcément prendre du 100% de ce que je vous proposerai comme inspiration, mais par analogie de voir comment sur vos propres territoires vous pouvez interpréter un certain nombre à la fois de tendances, mais surtout de propositions d'événementiels qui sont faites par vos homologues dans d'autres secteurs de la France, voire de l'étranger. Alors, je vais articuler le webinaire en 2 parties. Un premier tiers sur les tendances, pourquoi réinventer l'événementiel de pleine nature. On pourrait continuer comme avant, mais non, on va voir pourquoi. À la fin de cette première présentation, on prendra un petit temps d'échange sur lequel vous réactiverez vos micros pour qu'on puisse échanger sur votre vision à vous, justement, des tendances et des attentes.
Et puis, les 2 tiers suivants, on va voir ensemble comment, sur quelle base d'inspiration on peut se re-questionner et innover en matière d'événementiel de pleine nature. Voilà, donc pourquoi réinventer l'événementiel de pleine nature? Alors, premièrement, parce que effectivement, il y a des tendances sociétales qui s'accentuent. Ces tendances lourdes, ce sont des vagues de fond, hein, qui viennent de loin et qui durent longtemps. On a cette tendance à des aspirations de simplicité et de sobriété qui, l'air de rien, alors c'est difficile pour nous parfois de l'admettre, puisque on a des sociétés qui sont très tranchées entre un versant très consumériste et puis un versant qui peut être très impliqué, très engagé ou très justement à la recherche du low-tech, ce qu'on appelle le low-tech, c'est-à-dire aller au plus simple. En tout cas, cette tendance de slow tourisme, pour ce qui nous concerne, elle s'oriente sur la naturalité, sur tout ce qui est bio, sur le renouvelable, des hébergements qui soient vertueux. Le besoin de nature, on sait scientifiquement que ça existe. Ce ne sont pas des élucubrations, de même qu'on sait que les séjours en forêt ou en montagne ou près des cascades ont des bénéfices médicaux avérés. Hein. La région Auvergne-Rhône-Alpes a sorti un document intéressant à ce sujet-là. Dans les sociétés ultra connectées et ultra stressées qu'on a, avec plus de 80% de la population qui est urbaine dans les couches les plus jeunes, on a des besoins de restaurer son attention par un contact avec le milieu naturel, une reconnexion à soi, aux autres, à la nature, à l'essentiel, et d'où la vogue aussi de séjours détox qui pouvaient être ressentis comme étant des séjours rustiques autrefois, mais qui sont le must actuellement pour certaines franges certains segments de clientèle. Et puis, au sein de tout ça, une quête de sens, un besoin de sens à ce qu'on fait. Hein. Je paraphraserai les slogans en disant que les gens ne veulent plus marcher idiots, mais ça fait longtemps qu'on le sait, ça simplement l'évolution, elle est sur les contenus qu'on va mettre dans leur expérience. Bien sûr, le patrimoine, la vie locale, les produits de terroir, on a quand même quelque chose qui se rapproche, qui va dans le sens de la relocalisation au sens très large. On verra que la crise sanitaire l'a accentué. Mais cette prise de conscience, elle est très importante pour nous dans le monde du tourisme et des loisirs en général. Pourquoi est-ce qu'il faut se réinventer? C'est parce que si la donne en matière d'activité de pleine nature, elle évolue très rapidement. Moi, ça fait 25 ans, 30 ans à différents titres que je suis dans le domaine des activités de pleine nature. Des nouvelles activités, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, etc. On en voit sortir tout le temps. Il y a 30 ans, le parapente démarrait, tout le monde croyait que c'était un feu de paille. Actuellement, ça fait vivre des territoires entiers. Il y a des retombées économiques fantastiques. Donc, c'est un monde sur lequel il faut travailler en permanence. Et là, les éléments que je vous mets en évidence sont pas, et ça n'a rien d'exhaustif, mais ce sont des tendances qui sont importantes à prendre en compte puisqu'elles sont très contrastées. Et on sait que quand on est sur des approches marketing, que les contrastes sont des segments et qu'il ne faut pas se tromper de cible quand on est en train de proposer un événementiel en l'occurrence. Alors, premier contraste, on a d'une part une sportivisation des pratiques qui est assez claire. Hein. Elle est arrivée sur le trail, avec du trail à l'ultra-trail. On a dans le domaine de la randonnée ce qu'on appelle le fast hiking, donc marcher vite, puisqu'il faut angliciser l'ensemble. Et angliciser plus produire du matériel. Hein. Vous verrez que les équipementiers en matériel font aussi beaucoup pour propulser de nouvelles façons de pratiquer, puisque c'est aussi une nouvelle façon de consommer. Dans le domaine du vélo, on voit sortir le gravel, qui est un vélo de route qui va sur les chemins, plus qu'un VTT qui va sur les routes, mais en fait, c'est un vélo de plus qu'il faut acheter pour le mettre au fond de son garage et avoir une pratique de plus. Nous, ça nous permet simplement d'avoir un segment de plus, ou en tout cas une attente de plus qu'on peut contenter en proposant un produit supplémentaire. Mais face à ces sportivisations, on a ce qu'on évoquait dans la dia précédente, hein, le slow tourisme, c'est-à-dire prendre son temps, revenir à l'essentiel, un autre rythme. Le voyage commence dans le moyen de transport, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige, au sens très large. On y reviendra quand on parlera de la réinvention par l'activité.
la place qu'on laisse à l'activité dans la motivation de notre segment cible. Deuxième contraste important, on a des publics qui, d'une part, ont beaucoup gagné en autonomie. Alors, si on parle de la randonnée pédestre, c'est très clair. Hein, il y a, comme le disait Daniel, j'ai travaillé longtemps comme accompagnateur et guide de trekking. À une époque, les accompagnateurs se faisaient du souci, puisque quand on allait commencer à baliser des chemins, il n'y aurait plus besoin de personne pour lire une carte et chercher un chemin. Bon, ça fait longtemps que la valeur ajoutée des prestataires, elle n'est pas d'en trouver le chemin, hein, heureusement, mais on a sur toutes les pratiques une autonomie qui s'est développée. Il est plus facile d'apprendre une activité, il est plus facile d'acheter l'équipement, il est plus facile de trouver des bons plans, de suivre les conseils des uns ou des autres sur un blog, sur un influenceur ou autre, ou via les offices de tourisme aussi qui vont nous mettre le pied à l'étrier. Et on a aussi des pratiques qui sont très engagées, c'est-à-dire des gens qui vont aller en immersion, hein, c'est into the wild au sens strict, ou au sens micro-aventure, hein, on va être sur into the petit wild, ou le wild pas trop loin de chez moi. On parle de l'indoor, de l'outdoor, et puis de l'arounddoor, c'est-à-dire pas trop loin autour. Et puis à l'opposé, on a des grands bataillons de néophytes qui arrivent, accentués par la crise sanitaire, j'y reviendrai, mais on a cette appétence du milieu naturel qui fait qu'on a des gens qui arrivent en candide et qui vont aller pratiquer des activités a priori peu techniques puisqu'ils sont totalement néophytes, mais pas que. Hein. Et donc il faut arriver à les prendre en compte. Vous avez ici en bas à droite, je vous parlais tout à l'heure des équipementiers, un Décathlon qui vous pousse à aller jouer dehors, hein, même à deux pas, la nature envoie du bois, donc partagez vos bons plans, allez dehors et venez sur mon site, vous trouverez des bons plans, et venez dans mes magasins, vous trouverez du matériel à bon marché et adapté aux attentes pour aller dans cette nature qui vous attire. Troisième tendance importante, justement, on part de la simple balade jusqu'à l'immersion survivaliste. Alors, je ne prends pas le terme survivaliste au sens politique du terme. Hein. On n'est pas dans les gens qui attendent le grand affrontement avec l'État fédéral et une Kalachnikov et un abri souterrain. On parle des gens qui vont aller bivouaquer dans les bois en essayant, alors là, de pousser l'autonomie encore plus loin. Et à ce titre-là, je vous mets ici le logo du salon Survival Expo qui en fait se tient, c'est assez révélateur, autour du salon Destination Nature. Hein. Rappelez-vous, à Paris, le salon de la randonnée était à Paris et uniquement à Paris il y a très longtemps, puis est devenu Destination Nature, et le salon du randonneur s'est plutôt décliné sur Lyon, Nantes, Marseille, et Lyon est en train de prendre toute la lumière. Mais sur Paris, ça s'est dérivé sur Destination Nature, couplé au Salon mondial du tourisme, mais surtout, vous avez Survival Expo qui vient prendre un petit peu la lumière du côté des pratiques les plus engagées. Et puis, on a aussi des pratiques qui deviennent de plus en plus citoyennes. Donc là, on a une prise de conscience par rapport à tout un tas de contextes. Hein. Le changement climatique en est un, mais aussi la pollution, mais aussi le cadre de vie, mais aussi sa propre attitude par rapport au milieu naturel et sa place dans la nature. Et on a ici, par exemple, on vous valorise en vous proposant de devenir un éco-héros. Donc, ce sont des démarches qui ne sont pas uniquement associatives, hein, souvent portées par des associations, mais qui trouvent un écho dans des préoccupations du public. Alors ensuite, pourquoi, sous un aspect beaucoup plus marketing, du coup, pourquoi réinventer l'événementiel? Parce que les attentes, elles se diversifient. Et au sein, on a déjà des segments qui sont un peu plus clairs. Là, je vous ai mis en évidence certaines d'entre vous ont peut-être déjà exploité cette étude de Atout France, hein, qui est sortie en 2019 sur les chiffres 2018 concernant la randonnée dans les séjours touristiques, avec trois segments, hein, les sportifs, randonneurs sportifs, randonneurs hédonistes, randonneurs découvertes. Et ici, sur cette matrice-là, sont réparties différentes attentes en fonction des segments. Donc, pour vous donner une image non pas de la complexité, mais du foisonnement de ces attentes, et uniquement sur une pratique, hein, de randonnée qui est la randonnée pédestre. Donc, si on fait la même chose pour les cyclistes, alors ça, on verra si vous participez à des formations accueil vélo, mais vous avez aussi des attentes qui se diversifient de plus en plus.
Donc, l'idée n'est pas non plus d'aller manger à tous les râteliers ou d'avoir un râteau trop large, quoique parfois ça peut être une stratégie, mais comme je le disais tout à l'heure, de ne pas se tromper et d'arriver à communiquer dans de bonnes conditions avec sa cible sur une bonne offre. Et ça, c'est la base de vos métiers. Et puis, pourquoi réinventer? Parce que la crise sanitaire a sacrément rebattu les cartes. Depuis 2 étés, on s'en rend compte, enfin depuis 2 étés, depuis 2 ans maintenant. On nous a dit, restez chez vous, sauvez des vies, restez chez vous. Donc, vous voyez en bas à gauche tout ce qui était interdit. Donc ça, c'est resté très très fort marqué dans les têtes, dans les esprits, si bien que même le masque, c'est quelque chose qu'on a enlevé avec beaucoup de plaisir, mais peut-être vite. Simplement, l'idée est maintenant de dire, moi, je veux partir, mais pas forcément partir loin, parce que de toute façon, pendant longtemps, ça n'a pas été possible. Et du coup, j'ai découvert des possibilités. Un petit peu comme quand vous avez une grève de votre radio préférée, donc vous basculez sur une autre, et finalement, vous ne la trouvez pas si mal que ça, et vous y restez. Donc, quand il y a des travaux, on vous fait prendre une déviation, puis vous vous rendez compte que c'est un raccourci très pratique, et vous allez le prendre à l'avenir tous les jours. Donc, on a des pratiques qui se sont orientées vers le tourisme de proximité, pas besoin de partir loin. Des fois, pas besoin de partir du tout, on reste au plus près de chez soi. On va vivre des micro-aventures. Ça, c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Donc, on peut voir de quelle manière ça s'interprète, le terme de micro-aventure. Et puis, un mélange entre le travail et les loisirs. Alors, ça, c'est pas forcément très évident à jouer, mais c'est par contre intéressant pour les zones rurales qui se cherchent un renouveau démographique. Et puis, un aspect à ne pas négliger, c'est que nos clientèles sont devenues très exigeantes en termes de tourisme. Là, il faut que tout soit facile, il faut que tout soit rapide, même si on parle de slow tourisme, il faut quand même qu'il y ait de la fluidité entre le moment où je décide de choisir mon week-end et le moment où effectivement j'ai la confirmation que c'est bien tout réservé. Donc là, on a une exigence assez forte sur la fluidité du parcours client sur l'acte de vente et sur la garantie de la prestation, sur l'expérience qui sera donnée, etc. Ici, en termes d'inspiration, je mets l'exemple d'une proposition au-dessus d'Annecy où des guides proposent un apéro et une soirée. Vous êtes posé sur une plateforme. Vous connaissez peut-être l'escalade, mais vous avez des modalités d'escalade dans des parois très verticales, notamment aux États-Unis, sur ce qu'on appelle les grands murs, les big walls, sur des plateformes artificielles. C'est un cadre en alu avec une toile au milieu qui se fixe dans la paroi, qui se suspend dans la paroi. Et là, vous avez des gens qui passent leur soirée suspendue dans la falaise que vous voyez en photo au-dessus d'Annecy. Donc, frisson garanti, mais il faut pouvoir réserver à l'avance, payer en carte bancaire, et on vous garantit que tous les engagements à droite sont ceux qui sont attendus par de plus en plus de nos clients. Une solution locale, je réserve sans attendre, etc. etc. Et puis pour finir, pourquoi est-ce qu'il faut réinventer l'événementiel de pleine nature? Parce que tout le monde en fait. L'offre devient pléthorique, événementiel ou produit ou autre. Là, je vous mets quelques petits exemples. C'est le Salon du randonneur qui commence demain d'ailleurs à Lyon, avec de tout, pour tout le monde, avec des produits de qualité, des événementiels, avec des calendriers qui sont très, très chargés maintenant. Donc il faut exister au milieu de tout ça. Et pour exister, alors le but n'est pas non plus d'être le mouton à 5 pattes ou d'être insolite dans l'insolite, mais c'est d'être très fort dans sa proposition et surtout d'être très fort dans la communication qu'on va en faire auprès de son public cible. Voilà, excusez-moi. Donc je mets fin au partage d'écran. Alors vous pouvez activer vos micros pour qu'on puisse passer à une phase d'échange sur ce que ça. Est-ce que ça trouve un écho dans ce que vous constatez sur vos publics? Est-ce que ça trouve un écho sur ce que vous constatez en termes de contexte concurrentiel, appelons-le comme ça, ou en tout cas de concurrence dans l'agenda de vos publics cibles sur les événementiels? Qui veut... Après, si ça ne trouve aucun écho, mais je doute quand même. Ce sont des choses que vous constatez dans vos... Alors, si vous voulez activer, n'oubliez pas, en bas à gauche, activer le son.
sur le petit micro ou dans la liste des participants, si vous êtes sur la liste des participants. Pas de réaction ou pas de questions particulières? OK. À ce moment-là, je continue sur la présentation et puis du coup, Ok, on aura de nouveau un temps d'échange sur la partie après les bases de diversification, enfin de réinvention. D'accord, merci. S'il n'y a pas de questions, on continue. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer alors sans être exhaustif non plus, on va faire un tour d'horizon en termes de variation, sur quelle base on peut travailler pour s'inventer ou se réinventer en termes d'événementiel ou de proposition de produits tourisme, hein, puisqu'un événementiel, ça n'est pardon, ça n'est qu'une concentration dans le temps d'une proposition de loisirs ou de loisirs touristiques ou de tourisme, si on considère séjour ou excursion. Et là, on pourra en discuter un petit moment, mais voilà. La première variation que je vous propose pour se réinventer, et c'est souvent celle qui est la plus basique, hein, c'est autour de l'activité. Donc ici, je vous mets en exemple simplement les activités en termes de randonnée non motorisée. Donc vous avez aussi bien du pédestre, de l'équestre, du nautique, du deux roues. On pourrait mettre de la roue libre avec du skate, etc. Sachant que je disais tout à l'heure que l'activité doit être nuancée en fonction de la place qu'elle va occuper dans la motivation du public cible. Je m'explique et je vais prendre l'exemple du vélo. Ici, sur l'illustration, vous avez à gauche des cyclistes tendance cyclosportifs. Pour elles et eux, puisqu'il y a de plus en plus de femmes dans le vélo, y compris dans le vélo sportif, l'activité est au centre de la pratique. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de pédaler. Si je prends la famille, qui est dans la partie droite des photos, là, eux, le vélo n'est qu'un véhicule. C'est le véhicule de la découverte, c'est le véhicule du bon moment passé en famille, parce qu'il y en a un qui a un vélo, un VTT, l'autre il a un vélo de route, et puis celui qui est le moins en forme, il a peut-être un vélo à assistance électrique, mais comme ça, il peut rester en groupe avec sa famille ou avec ses copains, et puis ils peuvent aller visiter les châteaux, faire le tour de l'étang ou autre. Donc, on a à chaque fois à bien être clair sur quelle place a l'activité dans l'événement qu'on va proposer, pour savoir si on va le proposer à des gens qui sont motivés par l'activité ou qui sont motivés par ce qu'on leur propose de vivre en utilisant le véhicule de l'activité. Et ce qu'on leur propose de vivre, ça va être des éléments qui vont être dans les propositions suivantes. Mais ce n'est pas anodin parce que il y en a à qui on peut proposer l'activité en tant que contenu. Voilà. Et puis pour tous les autres, il faudra aller au-delà et il faudra décliner un certain nombre de choses pour donner de l'intérêt à votre proposition. Alors les activités, ce que je vous disais, ils s'en inventent tout le temps. Des façons de se déplacer, il y en a plein. Si on prend l'exemple dans le nautique du stand-up paddle ou du paddleboard, vous aviez une pratique qui venait du surf maritime. Hein. C'était une pratique dans les vagues hawaïennes avec une pagaie en plus pour se stabiliser ou autre, qui est arrivée sur les plans d'eau et qui repart sur les rivières d'ailleurs. Et qui d'ailleurs n'est plus gérée était gérée différemment par différentes fédérations. Et en tout cas, ce sont des pratiques qu'il faut avoir en tête parce que vous avez des publics qui vont être très, très impliqués sur un certain nombre de pratiques. La marche nordique était en France, on l'a découverte tardivement. Hein. Alors peut-être moins chez vous, si vous êtes sur les franges des pays germaniques, Allemagne, etc. Puisque c'est une pratique qui est très, très ancienne. Quand j'étais guide de trek, je faisais des saisons à Madère notamment. Et à Madère, dans les années début des années 90, il y avait déjà des parcours permanents en marche nordique, puisqu'il y avait une forte clientèle allemande sur la côte sud de Madère notamment.
Donc, des choses qu'il faut avoir en veille, mais qu'il faut peut-être aussi pousser un petit peu pour le développer. Si je prends une analogie avec des pratiques qui ont été boostées, il y a eu la raquette chez nous dans les Alpes, à partir du moment où on a trouvé des façons de les fabriquer qui les rendaient financièrement accessibles, et puis des gens qui la rendaient techniquement accessible. N'oubliez pas que pour des gens dont l'activité n'est pas le centre d'intérêt, il faudra leur proposer un véhicule qui soit accessible. Si je reprends l'exemple de l'équestre, par exemple, vous allez plus facilement avoir du public familial sur la randonnée en attelage, puisque eux vont être dans l'attelage, vont être sur le véhicule lui-même, en l'occurrence, plutôt que d'essayer de les mettre sur un cheval pour passer une journée en randonnée. Donc voilà pour une première variation. Deuxième variation, qui est assez basique elle aussi, c'est les déclinaisons de format ou de durée. Mais même si elle est basique, ça vaut le coup de s'imaginer un certain nombre de choses. Alors ici, bien sûr, je prends, là c'est les top of mind en matière de trail d'une part et de cyclosport, voire cyclotourisme de l'autre côté. Mais je vous le disais tout à l'heure, je vous mets en avant des expériences inspirantes pour raisonner par analogie. Le but n'est pas de se mettre au niveau de l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est certainement l'événement mondialement de référence sur l'Ultra Trail, en tout cas en course de montagne. Mais je vous mets ici en évidence. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'Ultra Trail, donc le tour du Mont Blanc en courant, c'est le format de base et c'est la durée de base, c'est-à-dire que ça descend d'année en année de plus en plus. Mais vous avez depuis une déclinaison sur une demi-douzaine de courses ici. Un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc une demi-douzaine de courses. Ici, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui a été décliné en Champex, Chamonix, Courmayeur, donc de Suisse, France, Italie. Sur les traces des ducs de Savoie, donc quelque chose qui est élargi au massif voisin qui s'appelle le Beaufortin. Donc, ensuite, la Orsières, Champex, Chamonix, avec des déclinaisons qui sont ensuite en équipe, c'est-à-dire que la petite trotte à Léon, PTL, devient une course qui se fait en équipe, donc on développe la solidarité, mais c'est toujours du trail. Ensuite, on a la MCC, c'est Martigny-Combe-Chamonix, donc c'est un départ suisse directement sur la France. Et puis vous avez la IOS Champex-Chamonix qui s'adresse en gros 18-25 ans. Voilà une déclinaison toujours sur la base. Alors ça, ce sont quand même des bases encore très sportives, mais hop, on voit apparaître d'un seul coup la déclinaison pour les enfants, avec pour chacune de ces courses une déclinaison sur les petits, 4 à 5 ans, 6 à 7 ans, 8 à 9 ans, 10 à 11 ans. Après, ça dépend des... J'entends qu'il y a des personnes en salle d'attente. Daniel, si vous pouvez les faire entrer. Je pense que... Il y a une ou deux personnes en salle d'attente. Donc voilà de quelle manière ils ont, autour de la course, autour de l'événement principal, rajouté d'autres types de courses. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans ce qu'on appelle la course populaire en ski nordique, où vous avez à la fois l'élite qui est sur un parcours qui est inscrit à un calendrier fédéral, un calendrier de compétition officielle, et puis une partie grand public avec des modalités beaucoup plus accessibles. Et puis, je vous ai mis à droite l'Ardéchoise, puisque là, l'Ardéchoise, c'est une des grandes réussites en termes d'événementiel sportif, avec des déclinaisons notamment sur des durées, hein, puisque vous pouvez être sur une journée, mais vous pouvez aussi être sur le week-end ou 3 jours ou 4 jours, avec encore des variantes de parcours. Donc, voilà pour une partie de déclinaison sur le format. Après, rentrons dans les contenus eux-mêmes, hein, puisqu'on ne propose pas qu'une activité, aucune durée, on propose aussi des contenus. Et là, sur une variante aventure, voire micro-aventure, 2 exemples. Par analogie, on peut s'inspirer de ce qui se fait dans le ski de randonnée nordique, c'est-à-dire en dehors des sites aménagés pour le ski de fond, donc avec un matériel qui est entre le ski de fond et le ski de randonnée, c'est-à-dire le matériel des skis de fond un peu larges avec des peluches, pots de phoque dessous. Où ici, un organisateur propose sur 3 jours
hein. C'est à la fois un produit et un événement, puisque c'est monté en épingle toute l'année, c'est sur sélection. Et donc là, vous allez vivre une expérience forte en vous immergeant du coup dans la nature sauvage et hivernale. Donc il y a du plus et du plus à ces deux niveaux-là, hein. Et puis la promesse, ici sous la photo, vous le voyez, c'est vous vous en souviendrez. Alors je vous précise, vous aurez le support PDF, hein, dans la foulée du webinaire. Et puis, je vous mettrai aussi des liens pour aller retrouver toutes ces expériences. Et puis, à droite, vous avez quelque chose de plus accessible qui est proposé dans le cadre du Festival des randonnées de Lozère. C'est le Rando Festival de Mende, qui, là, propose de l'initiation au bivouac. Une aventure bivouac nature, en fait, sur un format très court, hein, sur du week-end, avec quelque chose de très accessible aussi en termes de tarifs, hein, 40 €, où on a de l'apprentissage, à la fois de l'orientation, comment trouver son lieu de bivouac, les différents types de tentes. Donc là, on est sur de l'initiation, hein. Je vous disais tout à l'heure, là, on a l'illustration à gauche de ce que je vous montrais en contraste de clientèle ou de segments très engagés, très autonomes. Et puis à droite, sur des segments qui sont des néophytes, qui ont envie qu'on leur mette le pied à l'étrier et qui veulent le faire dans un cadre bien délimité, sécurisé, etc. Et vous remarquerez que dans le programme, vous avez aussi le lendemain matin, petit déjeuner, rangement du camp et le concept Leave No Trace, c'est-à-dire que je m'immerge dans la nature, mais je ne laisse rien. Au point de vue des feux, au point de vue des déchets, au point de vue des déjections, je ne laisse pas de traces derrière moi. Ensuite, autour de l'expérience toujours, comment est-ce qu'on peut se réinventer? Alors, il y a des façons qui sont bien installées maintenant. Moi, j'appelle ça l'effet privilège. L'exemple type, ce sont les routes réservées aux cyclos. En Savoie, c'est un jour un col. Dans les Hautes-Alpes ou dans l'Oisans, ce sont les cols réservés. Vous avez ces démarches-là, alors qui demandent des partenariats avec les gestionnaires de voirie, hein. En l'occurrence, là, ce sont des routes qui sont en général départementales, mais ça se fait aussi à des échelles communales, hein. Sur nos massifs ici, où il y a pas mal de petits cols relativement confidentiels et intéressants, avec des routes malheureusement étroites et très fréquentées, il y a des communes qui, sur un jour par semaine pendant la saison estivale, font en sorte quand même de réserver, en tout cas sur certaines tranches horaires, les routes à des cyclos. La modalité élargie à tous les modes de déplacement roue libre, c'est ce qu'on appelle le slow up, vous connaissez vraisemblablement, puisque c'est né en Suisse. Vous en avez en Alsace. Donc, le Slow Up, c'est une marque, hein. Donc, quand vous organisez un événement Slow Up, ça veut dire qu'il a été agréé, inscrit dans un calendrier Slow Up, parce qu'il y a un cahier des charges qui consiste à avoir la possibilité d'avoir une voirie qui est réservée pendant une journée complète à des modes de déplacement doux. Très souvent, c'est centré autour d'un plan d'eau, par exemple. Et puis, il y a un caractère festif qui est assez intéressant. Donc là, on a vraiment cet effet privilège. C'est un petit peu la même chose que vous avez dans les journées du patrimoine, en fait. Une fois dans l'année, on ouvre, par exemple, l'Élysée. C'est assez d'actualité, mais vous avez des files d'attente pas possibles, puisque en fait, je vais pouvoir y aller aujourd'hui. Si je m'inscris tout de suite, j'ai une chance d'aller voir l'Élysée. Voilà, ce côté privilégié d'aller dans un endroit qui n'est pas ouvert tout le temps. Ce côté privilégié, alors je vous ai mis à droite ici sur une déclinaison ski nordique, les ailes blanches. Donc c'est un rassemblement féminin qui est centré sur les pratiques nordiques, hein, donc la raquette, le ski de fond, ski nordique, etc. Qui existait aussi sur le ski alpin, ça s'appelait les journées talons aiguilles au Contamine Montjoie dans le massif du Mont Blanc. Donc là, on rassemble des femmes. Alors, ce n'est pas l'alibi habituel de la journée nationale des femmes où on fait quelque chose de spécifique pour ces dames, et puis on les oublie le reste de l'année. Ici, c'est quelque chose où la garantie, c'est d'être sur des thématiques, des problématiques, des approches, une communauté plutôt féminine. Ça rejoint ce qu'on voit de plus en plus dans les catalogues des Théo. Alors, je pense notamment au Théo cyclo, sur du vélo entre filles, ce qu'on appelle entre filles, hein, puisque ça permet d'avoir la tranquillité d'être que entre nanas, hein. C'est ce que font beaucoup de personnes dans un cadre amical, voire associatif, et qui se fait de plus en plus du coup dans un cadre de produits touristiques. Je vous mets aussi en bas, alors c'est pas anodin, la ligne Maginot, puisque nous dans les Alpes aussi, on a la ligne Maginot des Alpes,
On en a eu plusieurs générations, puisque ça remontait à l'annexion de la Savoie et donc aux nouvelles frontières. Mais en tout cas, sur la partie Seconde Guerre mondiale, il y a tout un patrimoine fortifié qui est mis en avant en termes touristiques et en termes de produits. Là, en l'occurrence, c'est l'Office de tourisme des Hautes-Vallées. Si vous connaissez le secteur de Briançon, les Hautes-Vallées, c'est à la fois la Grave, la vallée de Névache et la vallée de Servières. Toutes ces vallées qui ne sont pas les stations des Hautes-Alpes et qui jouent sur autre chose. Et notamment ici, vous avez un produit qui est d'aller passer, vous allez vers un bunker de la ligne Maginot et vous y passez la nuit dans les conditions d'époque. Donc, il y a la gamelle réglementaire, il y a la soupe aux cailloux, comme on dit. Hein, c'était une soupe dans laquelle on mettait des cailloux et comme ça, avec l'ébullition, ça broyait l'ensemble et ça faisait une espèce de velouté. Enfin, bon, voilà. Dit comme ça, c'est pas très appétissant la soupe aux cailloux, mais voilà, il y a un contenu, une expérience particulière et un effet privilège qui est d'aller passer une nuit dans un endroit qui, a priori, n'est pas ouvert. Je vous renvoie aussi à des expériences qui sont de plus en plus nombreuses à l'autre bout de la France, sur les blocos de la côte atlantique, hein, le nord de l'Atlantique, avec alors d'une part des hébergements touristiques, bien sûr, mais aussi des expériences de bivouac, notamment sur des itinérances, puisque c'est envisagé comme étant des étapes assez pratiques à partir du moment où elles sont aménagées sur la côte, pour des itinérances côtières. Ensuite, on peut aussi jouer sur la façon dont on va parcourir l'itinéraire. On peut aller d'un point A à un point B le plus vite possible ou pas vite. Hein, donc on est plutôt sportif, plutôt slow touriste, plutôt ski, plutôt marche nordique ou plutôt trail. Mais on peut aussi divaguer, vagabonder et surtout jouer. Alors le ludique, bien sûr, a envahi pas mal nos pratiques de pleine nature. Ici, je vous en mets en gros deux en évidence. L'orientation classique, mais d'une part, donc à gauche, mais sous des modalités très grand public. Hein. Tout à fait à gauche, la rande orientation, c'est quelque chose qui a été monté depuis très très longtemps par le Club Alpin d'Annecy, mais qui l'a tout de suite rendu très accessible pour tout public. Hein, c'est affiché pour tout public, ouvert à tous, pour éviter de faire peur avec le côté à la fois sportif, parce qu'on court, et puis technique, parce que c'est avec une boussole et une carte ultra particulière. Donc tout ça, c'est lissé. Et d'autres secteurs développent ça. Je vous mets aussi un exemple à la rande orientation nocturne, en plus, là, donc c'est dans la Mayenne, je crois. Ici, qui rajoute encore un élément d'expérience. Hein, vous verrez, on va parler d'ambiance tout à l'heure, mais on a à la fois le jeu, on a à la fois quelque chose donc de ludique, et puis une ambiance qui va faire qu'on est aussi dans un contexte assez particulier. Et puis sur la partie droite, le géocaching. C'est gentil. Hein. Ah, il y a un micro ouvert, si vous pouvez... Du coup, j'ai ma caméra. Merci. Vous pouvez couper votre micro, désactiver en bas à gauche. Merci. Donc, sur la partie droite, le géocaching, hein, les offices de tourisme sont progressivement acculturés au géocaching. Vous êtes des bons cocos. Alors, il y a une personne qui a son micro qui est ouvert. Si vous pouvez le désactiver, s'il vous plaît. Merci. Donc, le géocaching, qui peut paraître une pratique assez... Quand elle est pratiquée à fond, ça peut être assez élitiste. Hein. Je connais des géocacheurs qui sont à 100 000 caches. Il y a des events qui rassemblent beaucoup de monde et qui sont sur une polarisation qui est quasi addictive pour les pratiquants. Mais là, si on décline sous une forme... alors, inutile d'organiser un événementiel autour du géocaching, j'allais dire ultra technique. Les communautés de géocacheurs le font par eux-mêmes. Là, on est plutôt sur une logique d'ouvrir la pratique à des publics qui ne sont pas forcément familiers de tout ça, ou qui le sont de manière dilettante, parce que eux, oui, ils se tourneront vers des événements que vous leur proposez. Les géocacheurs purs resteront sur leurs événements communautaires. Pardon. Donc, vous avez ici, je vous mets un exemple à droite, Saint-Paul-sur-Ternoise, où justement, la démarche est déclinée pour être accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire, soit on a son smartphone avec une appli, soit on a son GPS, soit on a les fiches PDF de l'Office du tourisme.
et on a quelque chose qui peut être très, très, très accessible. Le géocaching, touristiquement, à ma connaissance, les prémices étaient en 2007 dans le Doubs, et ils appelaient ça du safari GPS. Et ça se faisait avec plutôt en véhicule, et les offices de tourisme fournissaient les GPS. Donc maintenant, on n'en est plus là parce que le développement des smartphones a fait qu'on a des gens qui peuvent être plus directement initiés au geocaching via leur smartphone. Autre variation, je vous parlais tout à l'heure de randonnée, de randonnée d'orientation nocturne, l'ambiance. Et en l'occurrence, le contexte qu'on va donner à l'événementiel, la nuit est un élément intéressant parce que, notamment sur des activités de randonnée, c'est quelque chose qui est assez peu naturel. La nuit, on fait son étape, la nuit, on dort, demain, on ira faire une balade, mais aller se balader la nuit, pas tout le temps. Ça devient de plus en plus courant. Il y a des pratiques sur lesquelles c'est très, très... il y a une forte valeur ajoutée, notamment, je pense, au ski de randonnée nocturne, puisque sur des nuits de pleine lune, c'est quelque chose d'intéressant. J'habite juste à côté d'un des sites, on se proclame le site nordique le plus fréquenté de France, qui s'appelle Savoie-Grand-Revard, au-dessus d'Aix-les-Bains, entre Aix-les-Bains et Annecy, où il y a depuis plus de 15 ans une piste, ce qu'on appelle la piste du Hibou, qui est ouverte la nuit, piste de ski nordique, qui fait 12 km, qui est ouverte la nuit, sécurisée avec pisteurs et dont le jalonnement est phosphorescent pour que les skieurs avec leur frontal puissent se pratiquer. Le trail se pratique beaucoup la nuit, donc la nuit devient un élément de contexte et d'ambiance qu'on peut utiliser. Je vous mets aussi un exemple intéressant sur le vélo vintage dans l'Anjou. Donc là, c'est dans le cadre de la fête du vélo. Mais le vintage est intéressant parce qu'on peut donner une ambiance très festive à un événementiel. Alors, ça demande une préparation amont, hein, on peut s'appuyer sur des assos, etc. Mais on avait ça, nous, en station, sur le ski vintage. Hein, vous allez skier telle journée avec votre vieille combinaison fluo des années 80, vos skis qui font 2,15 m et qu'on ne voit plus que dans les musées, etc. Et il y a un côté assez rigolard à tout ça, mais on est quand même dans une découverte d'un territoire ou autre, sous une certaine ambiance. Et puis en dessous, je vous ai mis randonnée souterraine. Donc là, il y a d'un côté la nuit, puis il y a aussi le côté, paradoxalement, on peut parler de pleine nature, mais on peut parler aussi de souterrain, enfin de cadre confiné, mais au bon sens du terme, puisqu'on y met une ambiance. On peut aller à la découverte soit de parcours spéléo, mais c'est assez rare, les parcours. Il y a des randonnées spéléo, on en a chez nous, qui sont très accessibles, qui se font sans baisser la tête pratiquement, etc. etc. Mais vous avez aussi la même chose qui peut se faire dans certains patrimoines, hein, dans des souterrains de châteaux, etc. Et on rejoint le côté ludique, l'ambiance, et une activité qui est très accessible. Autre variation autour de la rencontre. Hein, on est dans la pleine nature, mais la pleine nature, d'abord, pleine, ça n'existe pas vraiment chez nous. Hein. On est dans un domaine qui est rural, on est dans un domaine où il y a différents usages. Et on est dans un domaine qui peut nous amener à des rencontres. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Un exemple qui est très, alors justement, dans les rencontres liées à la ruralité, les autres usages du milieu naturel. Un exemple qu'on a beaucoup sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce qu'on appelle Vie ma vie de bûcheron. C'est-à-dire que ce sont des rencontres sur place avec les métiers de la forêt pour en fait dans l'appétence que les publics ont pour la pleine nature, voire la ruralité, il y a aussi le côté l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là? Qui est là? Ça peut être qui entretient les sentiers. Chez nous, dans les stations, maintenant, il y a qui dame les pistes. Donc, on peut aller faire une balade avec les dameuses. Alors, pas en pleine nuit à 2 h du matin quand ils sont au cœur de leur boulot, mais sur la fin de journée, on peut aller ouvrir la piste avec les pisteurs et prendre le petit déjeuner dans la cabane des pisteurs. Ici, on a Vie ma vie de bûcheron. On a aussi, je vous ai mis un exemple dans la vallée d'Ossau, on va avec le berger sur ses estives. Et puis, on accompagne le troupeau. Donc là, typiquement un produit familial. Au milieu, un exemple qui vous permet de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur un autre événement pour créer l'événement.
Ici, je prends l'exemple d'un film qui était sorti en 2007, 2008, je ne sais plus, qui s'appelait Le Renard et l'Enfant, tourné dans le Jura, et qui a donné lieu à différentes exploitations, justement, en termes d'événementiel ou de produits. Donc, il y avait des produits qui étaient allés randonner sur les lieux de tournage, donc dans l'Ain, et puis il y avait un produit qui se passait en l'occurrence dans la montagne de Lure, puisque les organisateurs étaient sur les Alpes-de-Provence. C'était une rencontre avec la vedette du film, et la vedette, ce n'était pas la petite fille, c'était Titus le renard. Et on allait, parce que j'ai participé à cet événement, ça s'est fait en plusieurs fois, après une randonnée, à la rencontre de Titus et de sa coach animalière. Et dialogue sur le film, comment est-ce qu'on filme, mais aussi c'est quoi le renard, et le renard, mais pourquoi il est fatigué quand on est voir, bah lui, là il est midi, et à midi, le renard, normalement, lui, il n'est pas vraiment à midi, il y a d'autres moments de la journée, etc. Donc il y a un dialogue, il y a quelque chose qui s'engage d'une autre façon, et on surfe sur la communication qui a été faite sur l'événement, sortie du film, etc. Et puis à droite, la rencontre, c'est aussi chaque territoire, enfin, on a souvent ce que j'appelle des gloires locales, la vedette locale, ou en tout cas quelqu'un qui est assez connu pour une compétence particulière. Ici, je vous ai mis l'exemple du Parc national des Écrins, dans lequel il y a un botaniste alpiniste, ce qui est assez rare, qui lui, est un spécialiste de l'écologie verticale, c'est-à-dire les plantes qui poussent dans les parois rocheuses, et que l'on pouvait rencontrer sur différentes saisons, ou alors à des endroits particuliers qui sont les refuges pour ce qui concerne nos randonnées, mais qui permettaient d'avoir un dialogue approfondi avec une gloire locale. Ça peut être un historien local, ça peut être quelqu'un qui a une audience particulière et dont on profite pendant un événement pour donner un contenu et favoriser une rencontre avec quelqu'un d'assez particulier. On rejoint aussi un petit peu quelque part l'effet privilège dont je parlais tout à l'heure, mais là dans la modalité rencontre. Alors, puisqu'on est dans la pleine nature, bien évidemment, hein, et puisqu'on disait qu'il y avait des attentes très fortes là-dessus, la connexion à la nature et plus largement au terroir, hein, le terroir dans tous les sens du terme, je suis dans un parc naturel régional qui a un label de géoparc, et le géoparc, ce sont les géopatrimoines, et le géopatrimoine, ça va jusqu'au vignoble, hein, puisque le terroir, c'est aussi, au sens strict, le soubassement, mais aussi tous les produits qu'on va faire pousser dessus. Donc ici, quelques exemples. Tout à fait à droite, alors c'est en Estonie, c'est un festival qui s'appelle le Bushcraft Festival, où en fait, là, on n'est pas dans le survivalisme non plus, donc j'évoquais tout à l'heure sous forme de caricature, hein, mais on est dans retrouver la façon dont, au plus simple, au plus près de la nature, on peut développer, produire quelque chose avec des ressources locales. Hein, ça peut être un bas-fourneau, un grilloir à minerai de fer, ça peut être comment est-ce que je taille une écorce de sureau pour en faire un sifflet, etc., des petites choses comme ça. C'est au milieu des stages qui ont de plus en plus, des sorties qui ont de plus en plus de succès sur les plantes sauvages comestibles. Le but, c'est pas de dire quand tu n'auras plus de blé qui viendra parce qu'il y a la crise en Ukraine, qu'est-ce que je vais manger, mais c'est par curiosité, comment est-ce qu'ils faisaient autrefois quand ils mangeaient dans les bois, quoi. Les cabanes, connexion à la nature, tout bêtement, des sorties. Et la thématique, c'est voilà, il y a une forêt, il y a du bois mort partout, et sur quelques heures, de quelle manière on fait simplement une cabane avec un concours. Alors ça, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais on a une époque où il y a, on va pas forcément le regretter, mais il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus de scoutisme, il n'y a plus de colonies de vacances, ou très peu, malheureusement. Donc réapprendre ça, c'est quelque chose qui reprend de l'importance. Et puis, bien évidemment, et je pense que c'est quelque chose qui vous parle à vous, le terroir, c'est les produits locaux, notamment ici, mis en évidence, c'est le vignoble. Alors, vous m'excusez, mais c'est dans le Bordeaux, c'est en Aquitaine, donc c'est du Bordeaux. Mais j'ai rien contre les vins de chez vous. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, donc ça, c'est une tendance qui monte vraiment très fort, hein. L'engagement citoyen. Alors, deux gros segments, en tout cas, public cible de ce côté-là. Bien évidemment, une partie des jeunes, hein, je dis bien une partie, parce qu'il y a, chez les jeunes, c'est très clivé, hein. Les jeunes engagés et il y a les jeunes consommateurs. Il y en a vraiment deux mondes très différents, mais chez les jeunes engagés, c'est quelque chose qui devient ça devient très prégnant. Chez nous, ici, on a beaucoup de ce qu'on appelle du vélo-ski.
ceux qui partent de chez eux avec leur VTT, leur vélo gravel, ils ont le sac sur le dos, les skis sur une petite, avec 3 roulettes qui traînent derrière le vélo, et ils montent faire une randonnée à ski au départ de chez eux avec un vélo. On a aussi, de plus en plus ici, je vous mets 10 idées de sortie de montagne sans voiture. Alors ça, c'est une démarche qui est portée par une association de protection de la montagne, mais c'est décliné avec différents territoires. Vous avez notamment ça sur le massif des Vosges, et ce sont des propositions de randonnée qu'on fait au départ des centres urbains sans prendre sa voiture. On vous indique par quel moyen de transport en commun vous pouvez aller faire une randonnée facilement. Donc là, il y a des petits flyers qui sont faits, mais il y a aussi un site sur lequel vous retrouvez tout un tas de propositions. Et ça, c'est une façon assez intéressante de faire découvrir à des populations urbaines qu'ils peuvent, avec leur ticket de bus ou leur passe locale, TER ou autre, aller tous les week-ends faire une balade chez vous, par exemple, de manière assez simple. De manière plus classique, ce qu'on appelle les randonnées nettoyage, les clean day, etc., ou les randos clean, très souvent portés par des associations ou des groupements d'associations. Alors, on se dit que ça ne paraît pas forcément très sexy de proposer à des gens d'aller se promener avec un sac poubelle et puis des gants Mappa. Et en fait, il y a du monde. Bien préparé à l'amont. On a même des populations de visiteurs, donc touristes, résidents secondaires, ou des gens qui ont une affinité particulière à leur territoire de loisirs, qui se mobilisent sur des événements comme ça. Et c'est aussi une façon de sensibiliser à qui sont les chemins, qui l'entretient, etc., etc., etc. Donc là, quelques exemples, vous avez des choses qui se passent ici en montagne, en dessous, là, en montagne responsable, les Calanques, et puis là, c'est en Guadeloupe, randonnée éco-citoyenne au Petit Havre. Donc ça, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément à relier à une préoccupation purement environnementale. On a aussi des pratiquants qui considèrent que l'état de leur terrain de jeu est de leur responsabilité. Alors, une variation qui est relativement classique, mais qu'on peut réinterroger aussi, ou peut-être élargir sur des contenus autour de l'art et des patrimoines. Et les patrimoines pour élargir au patrimoine immatériel. C'est pour ça que vous avez en évidence ici les balades comptées, notamment Brocéliande. Brocéliande, c'est assez bien fait. Vous avez des événementiels sur lesquels vous vous promenez dans la forêt, vous êtes interpellé par un druide ou par une fée qui arrive, etc. Donc vous avez vraiment des happenings qui sont assez intéressants à ce niveau-là. Et puis en bas, plus classiquement, un festival des contes et légendes qui se passe en Maurienne, aussi dans le massif alpin, avec des balades au terme duquel, ou à l'occasion d'étapes au cours de la randonnée, vous avez des contes très locaux. Et là, on se raccroche aussi à la notion de local, de terroir, de se rattacher à quelque chose qui échappe à beaucoup de populations urbaines qui se retrouvent sans racines. Beaucoup de gens se cherchent des racines dans leur territoire de loisirs ou de vacances. Des gens qui se sentent plus citoyens de leur lieu de vacances que citoyens de leur lieu de résidence. C'est assez intéressant pour nous à exploiter quand on est territoire d'accueil. Un exemple, ici au milieu, l'art en chemin. Très intéressant, je vous invite alors vous aurez le lien pour aller sur le site. Ça se passe dans les Alpes de Provence, autour de Digne et de la réserve géologique de Haute-Provence. Digne, vous avez un musée d'art contemporain déjà, et en lien avec tout ça, vous avez un certain nombre d'artistes qui ont mis en scène en pleine nature des œuvres d'art contemporain pures et des démarches qui se rapprochent plus du land art. Et vous avez alors à la fois des petits événements, des balades et des itinérances qui se font autour de tout ça, portés par des prestataires autour de l'art en chemin. Et vous avez notamment des œuvres d'art contemporain qui sont ce qu'ils appellent les refuges d'art. Les refuges d'art, vous en avez un exemple dans la petite photo là, la personne qui est assise au centre de l'entrée du refuge d'art. En fait, ce sont soit des constructions ex nihilo, soit des anciens chalets d'altitude, même des petits hameaux qui ont été repris par alors des sommités mondiales comme Andy Goldsworthy, qui est un pape de l'art contemporain. Et tout ça, ça donne un support à des événementiels et des produits autour de la randonnée. En dessous, je vous ai mis un exemple. Alors, c'est plus que chez moi, puisque c'est dans ma commune même.
mais en relation avec le parc naturel du Massif des Bauges. Et en fait, ce sont des propositions dans le prolongement de résidences d'artistes. Vous connaissez le principe des résidences d'artistes. On offre la possibilité à un artiste, quel qu'il soit, des écrivains, des chorégraphes, des artistes plasticiens, d'être tranquille, d'être dans de bonnes conditions, d'être stimulé ou autre pour pouvoir créer. Et ici, la réciprocité vis-à-vis du territoire d'accueil, c'est que les artistes restituent et participent à des événementiels. Et en l'occurrence, sur la commune de Bellecombe, il y a déjà eu ça l'année dernière. Donc, ce sont des déambulations chorégraphiques avec des chorégraphes donc, sur les sentiers de la commune. Où il y avait, alors beaucoup de gens pensent que c'est ultra pointu. En fait, quand c'est bien avancé, bien annoncé, bien communiqué et bien organisé, il y a un public pour ce genre de propositions. En haut à droite, la tournée des refuges. Alors, les produits randonnés avec de la musique, il y en a. Ici, c'est une modalité un peu particulière. C'est les musiciens qui se déplacent et qui vont d'étape en étape dans les refuges, donc rencontrer les randonneurs là où ils dorment. En l'occurrence, ce sont des refuges de haute montagne, voire de haute montagne. Le gars qui a la contrebasse, l'été dernier, moi j'étais dans un refuge de haute montagne qui s'appelle le refuge des conscrits à 3000 km d'altitude dans le massif du Mont-Blanc. Ils étaient venus par un col d'altitude et ce sont des gens qui se baladent avec des crampons aux pieds pour aller jouer de la contrebasse dans un refuge où il y a 50 personnes qui vont se lever à 2 heures le lendemain matin pour aller faire une voie sur ce côté du Mont-Blanc, mais qui restent pendant toute la soirée avec, c'est un bœuf d'altitude. Donc là, on est à la fois dans l'ambiance, dans l'effet privilège et dans des éléments qui sont relatifs à une production artistique. Et puis en bas à droite, quelque chose de plus classique, certainement parce que chez vous, vous devez avoir des choses identiques. Ce sont les randonnées qui vont exploiter comme but, comme point d'intérêt disséminé le long de la randonnée, des éléments de patrimoine, en l'occurrence fortifié, puisqu'ici c'est le fort de Tamier, sachant que le fort de Tamier se positionne presque plus comme pôle d'activité, puisque c'est ici aussi que peuvent se dérouler des bivouacs. Donc on a aussi des éléments comme ça qui deviennent un élément d'offre à part entière, un site touristique propice à l'événementiel. Il y a même un festival de musique qui s'appelle Rock au Fort, avec un jeu de mots très mauvais et qui n'est pas géographiquement juste, puisque nous, on est plutôt dans le Beaufort que dans le Roquefort, mais qui fait qu'il y a une espèce de synergie de pratique et d'usage qui se fait autour d'un lieu. Voilà pour ce qui concerne l'art et le patrimoine. Et puis pour finir, des variations autour de l'accessibilité. De quelle manière on rend des événementiels de pleine nature accessibles à des publics qui sont temporairement ou en permanence empêchés. Temporairement, je le dis parce que, alors c'est vrai que quand on parle de handicap, on est tous un jour amenés peut-être à avoir une jambe dans le plâtre ou être assis dans un fauteuil de manière passagère, mais on oublie très souvent les familles avec poussette, ou les familles avec poussette et une personne âgée qui se déplace difficilement, mais en tout cas, tout le monde n'a pas des poussettes 4x4. Donc, le fait de garantir à certains publics que ce qu'on leur a préparé pour le week-end prochain, c'est une garantie de se balader sans avoir d'obstacles au sens physique du terme, sur toute la chaîne d'ailleurs, le transport, etc., pour profiter de la même chose que les autres, ou en tout cas de quelque chose qui ressemble au plus près, ça peut être très attractif. Alors, quand on est sur des publics de ce type où on veut proposer des promenades roulantes, soit on a des infrastructures adaptées, auquel cas on va aller chercher le tracé qui va le mieux, soit on a sur le secteur de la Savoie développé ce qu'ils appellent les promenades savoyardes de découverte, avec des modalités de ce qu'ils appellent boucle confort, c'est-à-dire que le cahier des charges impose que la surface soit roulante pour des poussettes ou des fauteuils roulants, avec une pente maximale, avec une largeur, avec des chasse-roues sur les endroits qui peuvent poser problème en termes de déclivité, etc., etc. Ça peut aller jusqu'à créer l'infrastructure, mais c'est souvent pas la peine, puisqu'on a très souvent des pistes forestières, des endroits qu'on peut ouvrir, particulièrement pour certains publics. Et puis, il peut y avoir aussi la difficulté de mettre à disposition un matériel spécifique. Ici, je vous ai mis du fauteuil tout-terrain ou de la joëlette,
La Jolette, c'est ce qui est à droite, qui existe avec des assistances électriques d'ailleurs, hein, pour limiter l'effort aussi des accompagnants, mais qui sont des choses qui peuvent se monter avec les associations, notamment Handicap et Évasion, qui est l'association de référence sur la Jolette, qui a des correspondants, ou en tout cas des représentations dans différentes parties du territoire. Et là, je pense qu'on est sur une démarche qui, pour le coup, montre une ouverture la plus large possible des propositions de randonnée et qui se décline maintenant dans toutes les pratiques de pleine nature. C'est une problématique qui est arrivée beaucoup notamment par le biais du ministère des Sports, sur l'enjeu des pratiques fédération handi, etc., et sur les PNR, pour arriver à avoir une pratique beaucoup plus large, y compris sur l'aménagement des sites. On le voit dans maintenant, toutes les modalités d'activité de pleine nature sont déclinées en activités accessibles. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Donc maintenant, la parole est à l'Assemblée, comme on dit, aussi bien sur les constats de départ que sur les inspirations que je vous propose. Est-ce que ça, du coup là, est-ce que ça fait écho? Est-ce qu'il y a des choses, alors je vous le disais, il y a des choses, quand je prends dans le top of mind pour vous montrer comment évolue un format de course avec Ultra Trail du Mont Blanc, on peut très bien décliner ça sur des choses beaucoup plus simples, y compris des déclinaisons pratiques. Je n'ai pas évoqué les variations autour de l'interprétation d'une pratique. Je prends l'exemple, par exemple, du biathlon. On ne parle que de ça, on décroche des médailles de partout, mais il faut de la neige, des skis, des fusils, des pas de tir, etc. Quand on décline ça avec un VTT et du tir à l'arc, avec des ventouses sur des cibles décathlon, on a une déclinaison d'une pratique. C'est un autre élément qui peut être intéressant à interpréter. Voilà. Je me tais et je vous écoute. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que je vous ai présenté qui existent déjà, enfin je suppose, qui existent déjà chez vous, qui existent et qui fonctionnent bien, qui existent et qui mériteraient de s'inspirer de certaines choses? Qu'est-ce que ça vous... Est-ce que vous dites c'est bon, chez moi j'ai tout bon, allons-y avec ce que j'ai d'habitude? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intéressantes mais difficiles à mettre en œuvre, à première vue en tout cas? Moi, j'ai une question, Daniel, de Vous à l'attractivité. Oui. Concernant la grande itinérance à pied ou à vélo, c'est quoi la grande tendance actuelle en termes de durée, en termes de type d'hébergement? Est-ce qu'on est aussi sur du bivouac plus que maintenant, plus que d'aller dans les campings? C'est quoi la tendance actuelle? Alors, on a une forte tendance bivouac, ça c'est sûr. Et bivouac a interprété, vous vous rappelez du contraste entre les autonomes et les néophytes, a interprété dans ces deux gammes-là. C'est-à-dire que on a à la fois des besoins d'initiation bivouac, mais initiation au sens très très large. C'est-à-dire que on a des gens qui n'ont jamais dormi dehors, premièrement, mais qui veulent se lancer dans l'itinérance. L'itinérance, elle s'est réinventée, justement, pour le coup. Ça fait En 2011, j'ai travaillé pour la Grande Traversée des Alpes sur les premières assises du tourisme itinérant. On posait le constat que les formats explosaient, qu'il fallait les faire exploser. On parlait, la question, c'était la grande itinérance. La grande itinérance, elle existe beaucoup pour des publics de type engagé, que ce soit un engagement physique, sportif, contemplatif, mystique, ou spirituel, si on parle de Compostelle, pour une partie des gens qui font Compostelle. Il y en a qui font aussi en VTT parce que c'est un côté sportif ou autre. Mais les formats se sont réinventés pour avoir des micro-itinérances, comme on a des micro-aventures. Et puis, les modalités d'étape, elles ont évolué aussi. C'est-à-dire qu'on veut
on a des segments auxquels on va proposer de l'hébergement de caractère, et pas de caractère au sens où on a un petit peu de luxe ou un petit peu de, de- de rhabillage, patrimoine. On est dans je sais pas, dans une commanderie de Templiers sur Compostelle. On peut être voilà, dans un blocos en bon état, bien réinterprété sur la côte atlantique ou normande. Mais on a cette tendance à la légèreté, au low-tech, à la sobriété, qui fait que ce qu'on va appeler avec beaucoup de guillemets le bivouac prend de l'importance. Sur des étapes vélo, là je travaille pas mal en ce moment sur de l'itinérance vélo, on travaille de plus en plus sur des modalités qu'on appelle le carbet, si vous connaissez la Guyane, enfin, en gros la forêt tropicale ou équatoriale. Un carbet, c'est un endroit où on a un toit sur la tête pour ne pas avoir les pluies qui tombent tous les soirs en zone équatoriale et puis les bestioles qui tombent avec, et puis un plancher surélevé pour ne pas avoir les bestioles qui sont au sol et qui remontent aussi. Mais entre les deux, il n'y a rien, il n'y a pas de mur, etc. On est juste à l'abri en plein air. Donc ça, c'est une modalité bivouac. Les autres modalités bivouac, c'est le hamac qui est dans mon sac qui pèse X grammes, parce que maintenant, vous avez des équipementiers qui poussent à ça. Vous avez des fabricants de tentes maintenant qui se sont montés sur des concepts de tentes où vous achetez une tente qui a classiquement le tapis de sol, la tente, le double toit. Mais vous pouvez moduler, c'est-à-dire que votre double toit, il est aussi conçu pour devenir un hamac si vous n'utilisez pas la tente. Votre auvent est fait aussi pour être jumelé avec une autre tente, si vous voulez faire une tente plus grande avec votre copain ou vos enfants, etc., quand vous êtes à l'étape, avec un piquet en moins, etc., etc. Et puis, vous avez de plus en plus de territoires qui nous demandent de travailler sur des aires de bivouac. Alors, très souvent, l'aire de bivouac, elle ne part pas de rien, elle part d'une cabane de berger autour de laquelle on fait une aire de bivouac. En l'occurrence, la cabane de berger sera le site de repli. Et à l'inverse, moi je travaille beaucoup sur des études de faisabilité de refuge en montagne, sur lesquelles à chaque fois on préconise des aires de bivouac autour pour accroître, pour répondre à des pointes de fréquentation, éventuellement, une saturation de l'hébergement, quitte à fournir la tente. C'est-à-dire que maintenant, alors, on revient aussi à Decathlon, à Quechua, mais avec les tentes de seconde, le gardien, l'hébergeur, il a son stock de tentes. Quand il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas de tente, mais qui acceptent ou qui veulent dormir dehors, il y a des gens qui veulent dormir dehors pour ne pas avoir les ronfleurs, etc., ou pour profiter justement de cette ambiance de belle étoile, etc., on leur fournit la tente. Et le bivouac, sans avoir besoin d'avoir dans le sac tout ce qu'il faut pour le bivouac, c'est une modalité pour le grand public. Parce que le bivouac, en ayant tout dans le sac, c'est lourd. Parce qu'il faut avoir de quoi cuisiner, de quoi dormir, de quoi. Et même si le matériel devient léger, le budget s'alourdit à mesure que le matériel s'allège. Mais les équipementiers ont bien compris ça. Les ruptures de stock chez les fabricants de tentes, alors c'est le printemps dernier que c'était maximal. Le printemps précédent, c'était plutôt les kayaks. Chez nous, c'était plutôt le kayak sit-on-top, le paddleboard pour aller s'éclater sur une rivière ou sur le plan d'eau à côté. Mais le printemps dernier, là, après un an, enfin après un tour de calendrier de pandémie, c'était non, moi je veux une tente individuelle ultra léger, etc. Moi, je travaillais aussi beaucoup en veille avec les équipementiers. Je suis toujours au syndicat des accompagnateurs où on est en relation avec des équipementiers partenaires. Saleva était en rupture de stock. Toutes les marques très techniques étaient en rupture de stock. Et Decathlon fournissait. Donc voilà pour répondre sur le tendance itinérance. Je pense qu'on a d'une part aussi un contraste des grandes itinérances, mais qui se font de plus en plus en picorant, parce qu'on va les faire Compostelle en faisant par portion, ou Stevenson, d'autant plus qu'il y a des prestataires de services qui vous font le retour à la case départ, à la gare, ou qui vous convoient votre voiture à l'arrivée. Donc vous allez la faire par tronçon tous les ans, 15 jours. Les gens vont la faire en continuité, mais ça c'est une autre immersion, pour la possibilité temporelle en tout cas de le faire. Et puis à l'opposé, vous avez les micro-itinérances, les nouvelles itinérances. J'ai travaillé depuis 2015 jusqu'à 4-5 ans pour que ça monte en puissance sur le grand tour, ce qu'on appelle le grand tour des écrins. Mais pas au sens grand tour qui fait 20 étapes.
au sens grande tour, au sens anglo-saxon du terme, qui était le grand tour en Europe, qui a donné tourisme, hein, d'ailleurs, l'initiation de l'aristocratie, enfin, en tout cas des happy few anglais, pour aller visiter les capitales, etc., et aller picorer par étapes les meilleures choses à voir du continent européen. À l'époque, c'était plutôt les villes ou les villes artistiques, ou les grands sites naturels. Et là, le Grand Tour des Écrins se dissocie en deux offres. Le Tour de Loisan des Écrins, qui est le GR54, qui est sportif, qui est certainement plus alpin que le Tour du Mont-Blanc et beaucoup plus que le Tour de Corse, que le GR20 en Corse. Et puis, les Balcons des Écrins, qui sont des petites offres de petites boucles sur le pourtour du massif et donc du parc, avec les unes en VAE, certaines avec randonnée avec âne et avec les enfants, sur une petite boucle de 3 jours, etc. Mais tout ça se passe autour d'un massif, avec des possibilités de faire quelque chose de très accessible, de très diversifié, sur une petite durée, mais aussi pour des sportifs, puisqu'il y a aussi des expériences trail qui se sont mises en place. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Votre ligne Maginot, vous l'exploitez comment? Parce que je vous ai mis notre ligne Maginot alpine, mais Alors, vous avez beaucoup, beaucoup plus de choses que... on a beaucoup effectivement d'ouvrages de la ligne Maginot, des très grands ouvrages comme de petits blocos. Et on a beaucoup d'associations également, de plus en plus d'associations, d'ailleurs présidées souvent par des jeunes, hein, qui remettent en état ces blocos, qui recréent des tranchées à l'avant des blocos et qui font des animations autour des commémorations euh, pour commémorer des dates de l'époque, avec des costumes d'époque, voilà, tout un côté festif autour de ça. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore tellement d'associations qui mettent en tourisme vraiment ces blocos avec des nuitées ou autres. Sauf à ce que des personnes aient des exemples à donner, mais en tout cas, à ma connaissance, pour l'instant, on est encore au stade où on met en état, on fait quelques événementiels autour de l'ouverture de ces blocos, mais pas encore forcément des produits touristiques. D'accord. Alors, c'est encore marginal. Enfin, le côté nuitée chez nous est assez peu développé, mais comme objectif de visite, animation sur la saison, il y en a énormément, et notamment sur la partie Alpes-de-Provence ou Hautes-Alpes. Sachant que sur les Alpes du Nord, il y a quelques points de visite, et ça reste quelque chose d'assez spécialisé. Patrimoine militaire, alors que sur les Alpes-de-Provence, c'est ouvert à un plus large public. Et c'est mis en scène de manière assez spectaculaire, hein, parce que les questions qui se posent, en tout cas sur la ligne Maginot des Alpes, c'est combien de temps il restait là-haut. Et il n'y a pas d'eau courante là-haut donc il y a des casemates où pendant 3 mois, il y avait des personnes là-haut. Le téléphérique qui monte, à quoi servait ce vieux téléphérique, etc. Donc tous les questionnements qui vont avec, et qui sont sur la base de gens qui veulent qu'on prend par la main pour aller se promener. C'est un petit peu comme le maraudage. Il y a des gens qui ne savent pas forcément à quoi s'attendre en cours de randonnée. Vous connaissez la technique du maraudage sur l'éducation à l'environnement. Vous avez des gens qui sont sur un... C'est beaucoup pratiqué. Ça vient des parcs nord-américains. Vous avez des intervenants qui sont sur un lieu où circulent des visiteurs, randonneurs, piétons, etc. Et ils entrent en contact avec eux d'une manière ou d'une autre et engagent une conversation. Et en fait, ce n'est pas un produit, c'est de la rencontre, improvisée, organisée quelque part, ou facilitée. C'est aussi une façon de faire de l'événement diffus. On a ça alors à la frontière, sur le lac des Mossons, qui est à la frontière juste entre Chamonix et la Suisse, il y a un lac de barrage sur les bords duquel il y a c'est une autoroute à dinosaures, hein, c'est-à-dire qu'il y a des traces de dinosaures, des œufs de dinosaures, etc. Il y a des chercheurs de l'Université de Genève qui sont certains jours là-haut, qui en fait font ça, rentrent en contact avec les gens qui se baladent sur place, engagent la conversation, et en fait, c'est des publics qui n'auraient peut-être pas été vers une visite guidée au sens strict, mais qui, dans le cadre d'une conversation en mangeant leur œuf dur sur le coin d'un sentier,
découvre quelque chose. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être organisées sur des moments particuliers, plus ou moins affichés, mais en tout cas avec une dimension de rencontre, d'expérience, d'effets privilèges ressentis, parce qu'en fait, on se dit, bah, tiens, moi, j'étais là-bas, et moi, j'ai rencontré un chercheur qui m'a dit ça. Et ça, c'est une démarche qui est un petit peu à l'écart par rapport à notre problématique, mais qui est intéressante à activer. Je parlais tout à l'heure de la forêt de Brocéliande, donc vous avez ça en termes d'acteurs. Vous avez dans la forêt se balader, je ne sais plus si c'était Merlin ou l'autre, vous avez quelqu'un qui vous tombe sur le dos et qui est habillé en druide. Il y a des gens à qui ça fait peur d'ailleurs. Donc, si dans la ligne Maginot, vous avez un char tigre qui arrive, je ne sais pas si ça fait plaisir à tout le monde, mais voilà. Dans le parallèle. Moi, j'ai une question. Oui. Oui. Je me suis absentée 5 minutes, donc je ne sais pas si la question a été posée. C'était par rapport à l'accessibilité et à la mise à disposition d'équipements de type Joëlette. Oui. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience sur ce type de mise à disposition? Est-ce que c'est quelque chose qui a été acquis par l'Office de tourisme? Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est des partenariats à la demande? Enfin voilà, nous, on se pose la question et on cherche un petit peu le mode opératoire ou le modèle économique à mettre en place derrière ce type de produit, parce que c'est vrai que on a une belle offre, nous, de sentiers de randonnée, notamment des sentiers d'excellence qu'on a voulu rendre vraiment accessibles au plus grand nombre. Et l'étape d'après, ce serait que ce soit encore plus accessible, notamment au public empêché. Mais même avec une Joëlette, tous les sentiers ne seraient pas forcément accessibles pour autant, parce que même avec la Joëlette, il y a des dénivelés qui sont assez importants, il y a des sentiers peut-être plus étroits, donc voilà. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Alors, c'est Handicap Évasion qui est vraiment le leader là-dessus. Sur le côté physique de la chose, alors le principal, au-delà du matériel, la question, c'est aussi ceux qui sont au debout de la Joëlette. Donc, il faut effectivement des moyens humains. C'est pour ça que c'est très souvent relié à de la démarche associative. Oui. Et donc, avec des représentants locaux de Handicap Évasion ou autres, je ne sais pas, il y a peut-être aussi d'autres types d'intervenants dans ce domaine-là. L'assistance électrique apporte des choses sur les Joëlettes maintenant par rapport à l'effort physique, puisque justement, il ne faut pas non plus que ça puisse être dissuasif par rapport aux accompagnants, enfin en tout cas aux intervenants, parce qu'il y a l'accompagnant qui va marcher à côté, puis il y a celui qui va utiliser la Joëlette, enfin qui va manipuler la Joëlette. Donc l'assistance électrique est arrivée sur les Joëlettes. Ça reste effectivement des investissements. Sur la Joëlette, il faudrait que je regarde quels sont les territoires qui sont équipés. Mais si je fais le parallèle avec le handi-ski, moi je suis sur les Bauges où des stations ont d'une part des prestataires formés au handi-ski et des écoles de ski qui ont acquis les équipements qui vont avec. Et si on fait le parallèle avec l'été, ici c'est plutôt sur des modalités de FTT, le fauteuil tout-terrain, qui permet de faire comme du VTT de descente. Et là, ce sont de la même façon des prestataires qui sont formés avec une qualif particulière. Il y a d'ailleurs, dans ce cas, les accompagnateurs, des qualifications particulières sur les handis, mais il y a aussi le matériel qui est acquis, alors du coup, avec des mécénats ou avec des bourses pour du matériel d'accessibilité selon les modalités. Alors, ça passe aussi selon si vous êtes engagé sur des démarches de tourisme et handicap. Il y a des aides au niveau des... Alors, c'est les régions qui, en général, activent ce type d'aide, mais ça peut être aussi les départements. Le département de la Savoie est extrêmement dynamique là-dessus. Alors, d'ailleurs, il faudra peut-être que je vous mette le doc qui édite la Savoie sur l'accessibilité pour tous, parce qu'en plus, il développe beaucoup... La question de l'accessibilité, elle est beaucoup plus large que nos publics qu'on imagine ou qu'on estime empêchés. Alors, je ne vous ai pas mis dans les dias de départ, je la mets assez souvent. J'ai une photo avec une mamie de 80 ans qui est assise sur un banc avec un jeune punk qui a une coiffure en iroquois pour dire on a à la fois des jeunes qui sont de moins en moins sportifs, puis on a des populations de plus en plus âgées, et puis une population âgée, même si elle est en meilleur état, en tout cas pour l'instant, à l'âge à laquelle elle arrive, il faut qu'on la prenne en compte. Donc cette accessibilité-là, elle est valable pour tout le monde. Et donc à la fois sur les infrastructures et
au plus haut de la difficulté d'accessibilité dans les équipements adaptés. Et je reviens là aussi sur l'attelage, hein, je vais vous montrer aussi des éléments d'attelage, des événements avec attelage, quand vous avez un prestataire ou une association d'attelage, c'est la manière la plus simple, sans avoir un matériel particulier, de pouvoir rendre une randonnée équestre accessible. Parce que vous allez avoir le contact avec l'animal, l'immersion en nature, et puis la facilité, parce qu'il n'y a pas besoin de conduire soi-même son attelage ou de l'avoir soi-même. Sachant que l'attelage, c'est comme à mobiliser, c'est compliqué. Hein, organiser un événement attelage, il y a des animaux, il y a des remorques, il y a tout un tas de choses. Et si vous avez un prestataire local ou une association locale sur un événement, ça vaut vraiment le coup. Mais en exemple, en retour là-dessus, je regarderai avec les Alpes de Provence, puisque l'association de développement sur le 04 avait travaillé là-dessus. Mais c'est vrai que le coût d'acquisition, entre avoir un parc de Jolette et puis l'avoir sur un événementiel ou sur une partie de saison, c'est un petit peu comme la location. Enfin, actuellement, vous parlez de modèle économique. Le modèle économique du VAE, qu'est-ce qu'on fait? Je suis un territoire, est-ce que j'ai mon propre parc? Alors, des prestataires, enfin des fournisseurs ont vite vu l'intérêt, s'ils voulaient que le VAE se développe, de proposer des parcs de location et avec entretien, etc. Vous ne vous préoccupez de rien, mais vous avez une offre VAE pour vos visiteurs. Nous, c'est ce qu'on a. On a une offre de 6 vélos, 6 VAE de mai à octobre. Et on travaille, enfin, nous, on les loue au public, mais surtout, nous, on loue les vélos à un prestataire qui nous les ramène début mai, qui les récupère fin octobre. Et ça nous permet d'avoir chaque année un parc de vélos entretenu, à jour. Et puis surtout, en termes de réparation, nous, on n'est pas très compétents. Ouais. Donc, au départ, hein, c'est le prestataire qui venait récupérer les vélos, qui faisait les réparations, mais il n'est pas forcément sur place. Et puis, depuis l'année dernière, on travaille avec un prestataire, un fournisseur local qui vend des vélos, mais qui n'est pas en mesure de les louer. Et donc, pour, entre guillemets, travailler le local, c'est lui qui fait les réparations. D'accord. Et qui refacture à notre prestataire à nous qui est en Allemagne. Mais c'est un local qui vient nous chercher les vélos ou qui vient chercher la pièce et qui fait la réparation. Et ce modèle économique de la location, je le trouvais pas mal et ça nous aurait intéressé pour la Joëlette. Voilà. Pour ne pas, peut-être au moins pour tester sur une saison et ne pas avoir à l'acheter. Puis on s'est dit, si on doit acheter un équipement déjà, est-ce qu'on est vraiment compétent pour savoir le choisir? Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, surtout sur du matériel à assistance électrique, il y aura peut-être d'autres choses sur le marché qui seront beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fiables, beaucoup plus... voilà. Je t'invite à prendre contact avec Handicap Évasion. Ils ont une antenne à Metz. D'accord. Voilà, Ils pourront t'informer. Je crois qu'ils proposent des activités d'ailleurs d'accompagnement, mais ils pourront aussi te donner des infos sur le matériel à utiliser, si tu dois en acheter, si c'est mieux de louer. Je pense que voilà, Handicap Évasion, ils ont une antenne à Metz. D'accord, ok, merci. Et puis, il y a un salon qui s'appelle Handicap, qui est dédié au handicap, avec toute une partie tourisme et loisirs. Donc, comme il y a eu peu de salons globalement depuis quelques temps, je ne suis pas au courant des derniers développements, mais j'imagine que la transposition du modèle économique VAE vers un modèle économique de matériel d'accessibilité pour les loisirs se développe. On l'a vu, nous, sur les fauteuils ski, mais encore sur ces montants, c'est 5 ou 6 000 euros hein, quand même, comme pour le ski, en tout cas. Donc, effectivement, on n'en a pas une batterie en permanence. Mais c'est la même... Alors, pour les publics empêchés, si on rajoute quelques guillemets, il y a des offices de tourisme qui proposent le porte-bébé. Peut-être que vous faites chez vous. Donc, ça, c'est la modalité de base pour faciliter la vie de ceux qui sont empêchés par le fait qu'il y a un bébé qui ne marche pas, mais qu'ils n'ont pas prévu le porte-bébé, parce que d'habitude, ils ont juste devant dans un kangourou, mais ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient en avoir besoin et que ça serait plus facile pour une journée de marche en ayant un porte-bébé. Alors en location, en prêt, en tout un tas de choses, hein, y compris des hébergeurs, hein, de même que ceux qui ont des porte-bébés chez les restaurateurs. Forcément le porte-bébé. Oui. Parce qu'entre un porte-bébé Deuter avec le pare-soleil, la petite poche pour mettre les affaires de bébé dessous, etc., un très bon confort de portage, et puis un kangourou pour porter le bébé devant et aller à la garderie ou aller faire ses courses, il y a une vraie différence.
sur des événements maman avec bébé ou autre. Je vous parlais tout à l'heure d'événements qui peuvent être dédiés aux femmes, mais ça peut être dédié à la famille avec enfants en bas âge. Hein. Des éléments comme ça, parce qu'il y a une vraie logistique, il y a un vrai besoin. Ok, très bien. Merci. Merci. D'autres questions, réflexions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive au bout de notre webinaire. Moi, j'ai peut-être une dernière question, alors du coup. Ouais. Je me pose la question de comment concilier un peu toutes ces pratiques de bivouac en pleine nature, par exemple, avec les contraintes qu'on a de plus en plus de chasse, d'exploitation forestière, de problèmes sanitaires dans les forêts. On voit que les forêts, voilà, de plus en plus, elles dépérissent hein, du fait du réchauffement climatique, des parasites. Est-ce que ces zones de bivouac sont réglementées? Est-ce que d'envoyer, de susciter ce genre d'activité, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir un peu réglementer ce genre de pratique, quoi? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, alors d'une part, tout à l'heure, je parlais de la crise sanitaire qui a rebattu les cartes et qui les a rebattues d'une façon telle que moi, je travaille beaucoup pour des espaces protégés, hein, parcs naturels régionaux, parcs nationaux, notamment là, dernièrement, une grosse étude pour l'ensemble des parcs nationaux et régionaux du massif alpin en termes d'offres d'écotourisme. Et la problématique est, on est débordé par la fréquentation. On ne sait plus quoi faire et on a vraiment, alors les débordements s'expriment en termes d'incivilité, en termes de sentiment de saturation, donc d'expérience gâchée pour les visiteurs en plus, en termes de dérangement de la faune, mais surtout aussi en termes de dégradation du milieu naturel. Parce qu'on a des gens qui n'ont pas les codes ou qui arrivent en trop grand nombre dans nos espaces protégés. Donc, d'où effectivement la réflexion de se dire, mais si je les incite encore plus à y aller, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première réflexion, c'est de se dire, il n'y a pas besoin de les inciter pour qu'ils y aillent, ils y vont tous. Donc, premièrement, il faut arriver à mettre en place les éléments qui vont, si ce n'est canaliser, au moins donner des garde-fous à cette fréquentation-là, même s'il y a des expérimentations qui marchent bien d'ailleurs hein, sur de la redirection via appli sur Waze ou autre, qui a été expérimentée notamment en région sud, hein, sur des sites surfréquentés. Mais sur la question du bivouac, en tout cas de l'immersion réelle, parce que bivouaquer, c'est vraiment être immergé, parce que rentrer chez soi le soir, c'est autre chose que de dormir dans la forêt avec le vent dans les arbres, les bruits et les branches cassées en bas, et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un sanglier, un chasseur ou un voleur ou Dieu sait quoi? Et toutes ces petites bêtes qui rampent ou qui gratouillent par terre, est-ce qu'ils vont venir m'embêter cette nuit? Donc, cette immersion-là, effectivement, elle peut poser question et elle pose tellement de questions qu'il y a des sites ou des assos. Alors, je pense aux Ardennes belges où il y avait une grosse démarche sur le développement du bivouac, je ne sais plus quelle est la région, je retrouve ça, où il y avait un blog, enfin, il y avait un échange d'informations qui était très intéressant là-dessus et ils ont arrêté de communiquer dessus. C'est un petit peu la même démarche que. Alors, ce n'est pas tout à fait le démarketing du parc des Calanques l'été dernier, en disant regardez, c'est bondé, n'y allez pas. C'est plus proche de la démarche du parc du Vercors récemment qui disait bon, ce site-là, on n'en parle plus, c'est plus la peine d'en parler, tout le monde y va déjà, on va plutôt orienter vers tel site. Donc, l'idée est de un peu moins dire allez bivouaquer. Après, la démarche, compris en compte les parcs nationaux notamment, dès le premier été de confinement, enfin de déconfinement en l'occurrence, en 2020, quand le bouchon a sauté et que tout le monde est parti, hein, ne serait-ce que quand on avait droit à 100 km, ça a été la folie ici. Mon parc est à 100 km de la gare de la Pardieu, enfin, en gros, hein, à vol d'oiseau. Donc toute la rive gauche de Lyon, de l'agglomération lyonnaise, était dans le parc du Jura, dans les Bauges, dans le Vercors, dans la Chartreux. Donc, tous ces sites-là étaient surfréquentés, et y compris sur des campings sauvages, parce que le camping étant je m'installe plusieurs jours, le bivouac étant je m'installe juste pour la nuit. La différence juridique, enfin réglementaire, elle est là. Dans les parcs nationaux, vous avez le droit, pour certains, de bivouaquer. Vous montez votre tente après 19h, vous la démontez après 9h.
Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes entre Vanoise et Écrin d'ailleurs, mais les parcs nationaux ont tout de suite engagé une communication particulière sur leur page d'accueil pour dire voilà, le bivouac ça existe, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui n'ont pas les codes. Donc ceux-là, on leur donne les codes. Comme ça, après, s'il faut verbaliser, on verbalise qu'à ceux qui ne sont pas de bonne volonté, puisqu'on a donné les codes à tout le monde. Ça, c'est une première chose. Réglementairement, il n'y a pas de... ou juridiquement, on commence à explorer la question. Hein. Il y a une association, enfin un groupement de parcs sur le Massif central qui a travaillé sur la démarche. Il y a une aire de bivouac, c'est un équipement mis à disposition s'il est communal. Donc il y a une notion de responsabilité qui est atténuée, elle existe quand même. Il y a un petit flou juridique là-dessus. On a certains juristes qui nous disent ça peut être aussi comme vous connaissez le principe de l'incitation à la baignade. Hein. Je peux mettre baignade interdite, mais si j'ai mis un ponton avec une échelle qui va dans l'eau, on va me dire, mais monsieur, vous avez facilité la vie de celui qui a été se baigner quelque part. Vous pouvez toujours mettre un panneau, ça ne sert à rien. Puis vous êtes le maire, vous êtes responsable, voilà, police générale sur la commune, vous êtes responsable de tout ce qui se passe chez vous. En tout cas, sur le bivouac, il y a des démarches de plus en plus. Là, j'ai un cahier des charges là-dessus qui vient de m'arriver. Justement, on a besoin de définir juridiquement quel sera le niveau d'aménagement, quel sera l'équipement à mettre en place pour autoriser ou pas, voire pour tarifer ou pas la prestation de bivouac. On a un flou là-dessus. Dans les forêts domaniales, c'est assez cadré, hein, théoriquement, il n'y a pas. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a même pas de camping. Je crois qu'il y a une dérogation pour la Fédération du scoutisme, des choses comme ça ou autres. En tout cas, c'est une façon de... tous les acteurs qui prennent ça par le côté éducatif s'en sortent, parce qu'effectivement, on a besoin d'acculturer à cette immersion particulière qui est le bivouac. Et puis, comme on met parfois beaucoup de guillemets au bivouac, il va falloir expliquer que ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir effectivement un carbet, comme j'évoquais tout à l'heure, et d'être en pleine autonomie, en haute montagne, à se mettre sous un rocher, en plein cœur d'un parc national pour dormir et passer la nuit. Donc on a des modalités qui sont tellement vastes. C'est comme si en fait on parlait de camping sans différencier, le camping 4 étoiles où il n'y a plus une seule toile, mais ce sont que des bungalows top niveau, et puis l'aire naturelle de camping où il y a 6 emplacements qui font je ne sais plus combien de dizaines de mètres carrés chacun, et qui sont sur un espace naturel en pleine campagne. On a un éventail qui est très large actuellement, donc ça ne rassure pas forcément de le dire comme ça, mais les expériences sont en cours un petit peu partout. Hein, chez nous, dans les Bauges, il y a un projet, le Vercors a des projets, accompagnés, parce que juridiquement, justement, la question n'est pas évidente. Et de toute façon, elle rejoint la réglementation générale de l'espace dans lequel ça se passe. C'est parce qu'en général, quand on définit des endroits de bivouac, ce sont des endroits qui sont plutôt en aire naturelle. Ces aires naturelles, très souvent, ont un statut particulier. En aire non protégée, on va évoquer le cas justement en Bretagne, sur des endroits qui étaient des étapes, ce qu'ils appelaient plutôt une étape légère, mais qui, du coup, là, on a plutôt des problèmes de vandalisme, de fréquentation indésirable, disons, qui là sont à un autre niveau. Là, ce n'est pas les impacts sur le milieu naturel qui sont en jeu, c'est les impacts sur le voisinage, c'est les impacts sur la tranquillité du territoire. Voilà, donc je ne peux pas répondre de manière, en tout cas juridiquement solide sur le sujet, même si on a quelques points d'appui maintenant depuis un certain temps entre ces notions d'équipement. On a des aires de bivouac qui sont délimitées parfois pour éviter le bivouac sauvage, justement, et c'est un des moyens de faire le tri entre bonne et mauvaise foi, en disant je vous propose un espace ici, peut-être que ce n'est pas celui que vous vouliez, peut-être que vous allez être avec d'autres bivouaqueurs, mais là, il y a une place de feu, il y a un point d'eau, il y a une toilette sèche, et partout ailleurs, c'est interdit, j'ai pris un arrêté municipal. Après, ma responsabilité de maire, à partir du moment où je les ai rabattus sur cette aire de bivouac, elle est limitée à ça, ça et ça. Mais en tant que maire, si l'aire de bivouac, je l'ai mise à côté d'un torrent que le torrent déborde, effectivement, ça sera mon problème.
comme mon problème de mer classique à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur mon territoire. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive au terme, on a même dépassé un petit peu. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va conclure. Je remercie Christophe Révré pour la qualité de son intervention. Je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire. J'espère que les sujets qu'on a abordés, les exemples qu'on a donnés, vous ont donné quelques clés pour adapter vos offres de pleine nature, vos événementiels, vos produits à ces nouvelles tendances. Je rappelle pour ceux qui s'inscrivent dans le cadre du festival Rando Moselle et qui veulent aller plus loin dans le sujet, que vous pouvez vous inscrire à une formation de groupe. Il y a 2 demi-journées qui sont proposées, le 5 avril après-midi et le 6 avril au matin. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'académie et vous aurez toutes les informations. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'un cursus identique à celui de la randonnée de l'événementiel sera proposé à l'automne sur le thème de l'accueil et des services pour les touristes à vélo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée, bonne saison. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Au revoir, fin de- merci. Au revoir.